Quelques mots d'introduction sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Ils ont été créés par la loi sur l'architecture de 1977. Il en existe à peu près dans chaque département et nous sommes en Occitanie réunis en union régionale. Nous avons quatre missions principales: sensibiliser, conseiller, former, informer. Tout de suite, nous allons donc commencer notre webinaire et je vais passer la parole à mes deux collègues, Julie Chouvel, qui est paysagiste conseillère au CAIE de l'Hérault, et Anne Verdier, qui est architecte conseillère au CAIE de l'Hérault et qui est notre référente sensibilisation auprès du jeune public. C'est notre binôme de choc qui accompagne les projets cours d'école aujourd'hui au CAIE. Anne et Julie, vous avez lancé l'AMI Cours Vivante en septembre 2024 avec la volonté affirmée d'avoir un binôme fort, municipalité-école, mais également l'importance de mettre autour de la table tous les acteurs usagers de la cour. Quel retour pouvez-vous nous faire de cette démarche un peu plus d'un an après que vous ayez commencé? Bonjour, merci Val. Donc c'est ça, en fait, on a lancé l'appel à manifestation d'intérêt cours vivante l'année dernière. L'idée, c'est surtout une façon de structurer l'accompagnement du CAE, parce que les sujets cours d'école, c'est pas quelque chose de récent, hein, bien au contraire. Mais les demandes, on va dire, sont de plus en plus importantes et c'était une façon d'essayer d'accompagner des projets le plus loin possible et de mettre toutes les chances de notre côté pour que l'école et la collectivité puissent voir un jour un projet de végétalisation et des imperméabilisations de la cour qui soit réussi et qui conviennent au plus grand nombre et à tout le monde. Donc nous, l'idée, c'était d'avoir sur l'année scolaire passée un binôme municipalité et école très solide parce qu'on se rend compte que parfois quand on a soit que la collectivité qui fait le projet, finalement le résultat parfois n'est pas toujours au rendez-vous pour les usagers, il y a des fois des décalages, et quand c'est la demande que de l'école, on ne peut pas avancer dans le projet parce que c'est la municipalité qui doit porter ce type de projet-là. Donc l'idée c'était aussi d'inclure tout le monde dans la réflexion, placer les enfants et leurs besoins aussi au centre du projet. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un AMI et c'était la façon l'année dernière d'accompagner plusieurs collectivités et voilà, de structurer tout ça. Donc nous on va vous parler de pourquoi on intègre les usagers à la réflexion, comment nous on l'a fait. Donc, non, dans l'autre sens. Donc, ça, c'est à la croisée, cet accompagnement de nos missions de conseil et de sensibilisation ici au CAUE, où, en temps normal, on accompagne les collectivités sur l'espace public ou d'autres espaces, mais pas toujours avec le volet concertation fait par le CAUE, en tout cas. Et là, c'était l'objectif de construire ensemble, en amont du projet d'aménagement de la cour, les bases solides pour comprendre bien les besoins, les enjeux de chaque site, de chaque école. Donc nous, on va vous détailler ce qu'on a appelé la recette 1, qui était l'accompagnement vraiment poussé avec les ateliers de concertation. On avait aussi, sur cette année, accompagné 6 autres collectivités de manière, on va dire, moins importante, enfin pas sur le volet concertation, mais on a fait quand même des restitutions, des visites de sites, où on a aussi mis autour de la table tous les acteurs. Donc, ce qui fait que sur l'année 2024-2025, on a accompagné 9 communes. Et pour l'année en cours, 2025-2026, on n'est pas sur un AMI, on continue d'accompagner, mais on va dire selon les demandes, sachant on est en année un peu plus creuse avec les élections municipales. Donc voilà, on va vous présenter cette démarche-là. Donc le constat, il est parti, la réflexion est partie du constat que les écoles, les cours d'école, au même titre que un peu tous les espaces publics, auparavant étaient moins imperméables. Il y avait des cours parfois sablés, parfois en terre, avec plus d'arbres qu'on peut en avoir aujourd'hui. Et ça, c'était l'objet d'un premier webinaire qu'on a fait en septembre l'année dernière. D'ailleurs, vous pouvez voir le replay sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Enfin, voilà, c'est possible de le revoir. On avait développé les éléments qu'on ne va pas redétailler ici. Mais là, à droite, on a la photo d'une cour d'école assez classique, hein, comme on en trouve beaucoup, en enrobé, avec quelques arbres, quand on a la chance d'en avoir, mais qu'on maltraite parfois un peu aussi, avec de l'enrobé qui vient étouffer le pied des arbres. Et en fait, surtout, assez peu d'usages définis dans cette cour. On voit un banc, une piste cyclable, mais voilà, on n'a pas de coin, d'espace délimité.
Donc, le point de départ aussi, c'est de répondre en aménageant les cours d'école aux enjeux climatiques actuels, d'îlots de chaleur urbains, de confort dans la cour, mais aussi bien sûr le développement de l'enfant, d'offrir à tous plus d'activités, de pouvoir créer du lien social, des espaces calmes pour les enfants plus calmes, voilà, des coins pour adapter à chacun avec une cour plus inclusive, apaiser le climat scolaire et pas avoir juste une nappe d'enrobé dans laquelle on peut courir et traverser et tous se rentrer dedans. Donc voilà, d'apaiser aussi les tensions. Donc voilà, c'est vraiment un support de vie, la cour d'école. Redonner place à la biodiversité, au végétal notamment. Très important aussi, recréer un sol perméable et un sol vivant, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de vie sous le sol et pourtant, c'est un des espaces qui abrite le plus de biodiversité et qu'on néglige parfois parce qu'on ne le voit pas. Et bien sûr, contribuer au cadre de vie de tous les usagers de la cour. Et pourquoi pas aussi l'élargir parfois aux abords, à la rue, laisser la cour d'école accessible pendant les vacances d'été, par exemple, avec un espace végétalisé qui pourrait aussi, dans la commune, être un nouvel endroit où s'abriter en période de forte chaleur. Donc voilà, c'est pas que la cour, c'est pas que le temps de récréation, c'est des enjeux qui sont très variés, de classe dehors, et par exemple. Donc, quand on a lancé cette AMI et avec toutes les communes qu'on a accompagnées, on a fait le tour des acteurs, des personnes qui étaient concernées par le projet et d'essayer de ne pas en oublier pour que ce temps qu'on prend en amont, parce que ça prend du temps et de l'énergie aussi de concerter tout le monde, de discuter, d'entendre les avis et d'essayer de co-construire ce projet ensemble, c'est du temps qu'on gagne aussi par la suite, où on sait mieux où on va, on a mieux défini les besoins et on l'espère en tout cas, on aboutit à un projet qui colle vraiment avec les usagers et les spécificités de chacun. Donc bien sûr, les élèves les équipes éducatives et enseignantes, directeurs, directrices, les enseignants, les ATSEM, toutes les personnes qui sont en contact des élèves, la commune ou en tout cas le maître d'ouvrage qui porte le projet, aussi les services techniques de la commune qui sont amenés à entretenir ces espaces parce qu'une fois que le projet est livré, il faut qu'il continue à vivre et sur le long terme et que ce qui est construit, ce qui est aménagé, soit entretenu et puisse l'être, que ça corresponde aux moyens de la commune et à sa capacité d'intervenir, mais aussi en concertation peut-être avec les élèves, les enseignants sur voilà, qui gère, comment on entretient. Donc les personnes aussi qui vont nettoyer les locaux de l'école, puis après, les autres utilisateurs, donc ça va être le périscolaire, certaines associations. Parfois, la cour aussi est support d'événements, donc de fêtes de fin d'année, de choses comme ça. Donc ça doit aussi être pris en compte dans l'aménagement. Et aussi les parents et parfois aussi on peut avoir des a priori ou des besoins qui viennent de ce côté-là. Donc c'est bien de les inclure dès le début, pas forcément toujours à la co-construction, mais en tout cas voilà, que chacun soit sensibilisé et ait connaissance du projet. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que nous, quand on intervient avec Anne ou même tous nos autres collègues, d'autres SAUE ou les autres personnes nous disent que ce qui revient souvent dans la réflexion, c'est les copeaux, par exemple, ça va être sale, on va avoir du mal à les gérer. La surveillance, comment on peut faire si on aménage une cour d'école, il va y avoir des coins, des recoins, on pourra plus surveiller les enfants. Le vis-à-vis depuis la rue, il faut aussi le traiter. Donc souvent, c'est un petit peu les mêmes points de questionnement qui reviennent et ça évite vraiment le fait d'en parler dès le début, de garder un peu ça avec soi et de se dire qu'en fait, à un sujet comme la surveillance, on va avoir plusieurs solutions possibles et que oui, on le prend en compte et que c'est pas et que voilà, chacun puisse aussi faire part de ses freins ou voilà. Donc, on essaye en tout cas de mettre la parole libre pour tout le monde Trouver des et solutions. trouver des solutions. Et généralement, ça marche assez bien et on remarque donc là, vous verrez, nous, on n'a pas de projet encore réalisé de cet ami tout récent, mais sur d'autres retours d'expérience, en général, par exemple, la question des copeaux, elle est assez bien vécue, même dans la gestion au quotidien, quand c'est bien pensé. Et puis, de toute façon, il y a toujours des choses qui peuvent évoluer. La course, c'est pas figé et elle évolue selon les usages et selon les années après. Donc, ça, à titre indicatif, c'est le calendrier qui a été mis en place sur 2024-2025. Même s'il n'y avait pas, voilà, nous l'AMI, il a duré, on va dire, entre septembre et début novembre, le temps d'identifier les binômes qu'on allait accompagner. Mais sinon, tout ce qui est concertation,
En amont, les restitutions des travaux de la concertation, ça, c'est des éléments qui prennent du temps aussi, qui s'inscrivent par exemple là sur une année scolaire. Ça va dépendre de la personne aussi qui intervient, dans quel cadre. Mais voilà, c'est quelque chose qui nécessite quand même du temps. Et aujourd'hui, nous, on n'est plus sur les phases de rédaction du cahier des charges, parce que l'objectif de toute cette réflexion amont, c'est à la fin d'avoir un projet qui fonctionne, qui a été, dans le meilleur des cas, dessiné, conçu par un paysagiste concepteur, qui va vraiment avoir cette capacité à, à dessiner le projet selon tous les enjeux qui auront été définis. Et nous, au CAUE, par exemple, de rédiger le cahier des charges qui permettra de recruter le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, après, qui, dans le marché, peut aussi être en charge des travaux, mais une partie, par exemple, peut être réalisée aussi en régie, et après, ça va dépendre des moyens, des subventions visées. Et ça fera l'objet d'un deuxième webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions plus techniques qui vous viennent, auxquelles on va peut-être pas répondre ce matin, n'hésitez pas à nous faire retour dans la conversation ou par mail. Parce que là, en début d'année prochaine, on va faire un deuxième webinaire, on va dire plus technique, opérationnel. Voilà, ça sera une deuxième version. Donc là, je laisse la parole à Anne. Bonjour, donc Anne Verdier. Je vais vous présenter les ateliers justement qu'on a mis en place avec, bon, dans le cadre de la recette 1, donc la formule qui était la plus poussée, on va dire, dans notre accompagnement. Comme on a expliqué, on est parti de l'enfant, donc les premiers ateliers se sont passés avec eux. On a, en concertation avec les enseignants, décidé là, dans ces trois cas, c'était un panel d'élèves. Donc, on proposait soit de cibler une classe, parce que on n'a pas la capacité de faire vraiment toute l'école aujourd'hui, mais en tout cas, les enseignants en général ont préféré avoir un panel d'élèves, donc un peu enfin, en élémentaire, tout niveau. Et on a aussi, dans certaines communes, accompagné les maternelles. Et là, c'est plutôt avec les grandes sections bon, voilà, avec qui il y a ont plus de capacité à échanger, à trouver des outils, mais voilà, ces outils-là peuvent être adaptés. D'ailleurs, tous nos outils, enfin, voilà, on est prêt à échanger et à les partager avec qui voudra, et on retrouve certains sur le blog aussi. Le premier diagnostic, c'était un diagnostic plutôt enfin, sensible. C'était important pour nous, et on pense pour les enfants de voir leur cours un peu de manière un peu plus posée, déjà, de prendre le temps de l'observer, de faire appel à leur sens, à leur ressenti. Donc, voilà, avec un petit carnet à l'appui, individuellement, ils notaient ce qu'ils pouvaient ressentir. Donc, on s'est positionné à différents endroits de la cour, ce qu'ils pouvaient voir, écouter. Sentir. Bon, goûter, pour le moment, dans les courses, il n'y a pas vraiment de choses comestibles, mais sait-on jamais un jour, rarement en tout cas. Et donc de faire aussi un temps de lecture du paysage, de leur apprendre voilà, les différents plans dans un paysage, les différents éléments qui composent le paysage aussi, voilà, de faire une part de sensibilisation autour de ça. Donc c'était d'abord, comme je vous ai dit, chacun avait son petit carnet. Et puis, il y avait aussi des moments d'échange où ils pouvaient un peu exprimer ce qu'ils avaient pu noter, ressentir. Qu'est-ce qu'ils Il y a- aiment? voilà, il y avait aussi une partie où ils notaient ce qu'ils aimaient dans leur cours, ce qu'ils aimaient moins, et ce qu'ils avaient envie d'avoir dans leur cours. Et souvent, le fait de passer par le côté sensoriel leur permettait d'avoir des idées un peu différentes aussi. Euh, donc ça, c'était pour l'atelier 1. Ah oui, pardon, la petite parenthèse. Pour les maternelles, on a adapté un petit peu les outils, mais on est parti. Alors, beaucoup le connaissent dans les écoles de maternelle, c'est le monstre des couleurs. Donc, déjà, pour qu'ils arrivent à exprimer un peu leurs émotions, comment ils se sentent dans leur cours. Et puis, après, à partir de photos de la cour, enfin, d'abord avec le corps aussi. Enfin, voilà, c'est important pour nous qu'ils soient actifs, autant les grands que les petits d'ailleurs. Et d'abord, sous forme de jeu, ils allaient se positionner sur ce qu'ils aiment le plus dans leur cours,
Ils nous montraient ce qu'ils aimaient le moins. Et puis après, sur des photos, pour garder une trace aussi visuelle et pour qu'ils se repèrent, à partir de photos, ils sont venus par petits groupes positionnés en, en rouge ce qu'ils aimaient, en bleu ce qu'ils n'aimaient pas, enfin, voilà, avec des gommettes. Donc voilà, comme ça, nous, ça nous a permis un peu de recentrer tout ça. Et puis on avait des échanges aussi, on a pu noter leurs ressentis et c'était un temps vraiment intéressant. Plus court avec les maternelles, mais nécessaire et intéressant. Euh, on a parlé donc du fait que finalement on était sur un panel d'élèves, donc on a proposé aussi aux enseignants et à toute l'école ou au périscolaire de donner aux enfants des fonds de dessin, des petits croquis de la cour vierge en fait, ou avec les éléments à garder de la cour, et sur lesquels ils venaient réfléchir à leur cour idéale. Donc on a eu voilà, c'était assez libre dans la représentation et dans les idées, mais c'était justement intéressant. Et puis après, d'avoir un retour, là aussi, ça permet d'ouvrir certaines discussions et après, par eux-mêmes, en discutant, ils se rendent compte que oui, ça peut-être qu'on ne pourra pas le faire. Et puis des choses qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire, finalement, pourquoi pas? Enfin, ça a permis encore de recenser pas mal d'idées. Et puis finalement, après tous ces différents diagnostics, on a pris un temps avec Julie pour analyser tout ça, pour faire une synthèse des idées qui étaient le plus ressorties. Bien sûr, après, nous, on a notre œil de professionnel aussi, donc on a gardé quelques éléments qui nous semblaient nécessaires. Euh, on a pu établir déjà une grille de pardon, une, Liste d'images. une liste, voilà, une grille, une liste d'images sur différents usages possibles de la cour. Il y avait déjà beaucoup d'usages qui étaient ressortis dans les discussions des élèves. Euh, Ça a permis donc de recenser toutes ces idées et d'adapter cet outil, d'arriver avec une banque d'images pour spatialiser leurs envies. Donc de leurs envies, on commence à spatialiser euh, dans la cour, sur un fond de plan de cour, à positionner qu'est-ce qu'on peut faire à quel endroit. Et puis, au fur et à mesure qu'on positionne, alors le but c'était, voilà, chacun prenait deux images au départ. Chaque élève, on était par groupe de quatre en règle générale. On avait redivisé le panel par groupe de quatre. Chaque élève devait choisir deux images. Et puis, on pouvait discuter justement, tiens, moi, je prendrais bien celle-là, et toi, mais moi aussi, je veux celle-là. Bon, ça tombe bien. Enfin, voilà, ils ont pu échanger, décider entre eux de ce qu'on gardait, ce qu'on ne gardait pas. On arrive à un certain consensus aussi, et puis on vient le positionner, et là, se rendre compte aussi, alors nous, on intervenait sur tous les groupes, sans trop vouloir orienter, mais en tout cas, sans orienter même, on pouvait les aider justement à réfléchir, leur poser, tiens, qu'est-ce qui est judicieux de mettre ensemble, à côté, est-ce que vous pouvez déjà regrouper? Et puis finalement, d'eux-mêmes, ils viennent se dire, bah non, on va pas mettre ce coin lecture juste à côté du terrain sur lequel on veut jouer au foot ou ponctuellement à des jeux qui prennent plus de place. On va finalement le positionner à tel endroit. Et voilà, ça a permis, ça leur a permis à eux de réfléchir à comment spatialiser leurs usages et leurs envies. Donc, on arrive là à un consensus. Tous les participants, ce qui est bien, c'est que tous les élèves ont finalement participé. On faisait attention à ce que chacun puisse s'exprimer. Et puis, ils ont fini par présenter leur projet devant toute la classe. Là, c'était plutôt la méthode avec les élémentaires. Quand on est intervenu plutôt avec des maternelles, on est parti plutôt que sur des plans, sur des photos de la cour, sur des coins qu'ils avaient déjà un peu ciblés dans les premiers échanges sur le temps de diagnostic. Et là, ils venaient avec des photos d'usage, les positionner aussi dans la cour, et ça a permis de préciser un peu plus leurs envies.
Et pour les 3 ateliers donc, qu'on a fait avec les élèves, à chaque fois, c'est le même groupe d'élèves délégués de chaque classe. Enfin, voilà, comme ça, il y a un suivi aussi avec le même groupe. Et eux, ils avaient pour mission aussi, dans leur classe, de faire un retour et sur ce qui s'était passé. Puis nous, on recueillait les idées des fois, parfois, qu'on nous transmettait d'un atelier à l'autre. C'est ça, c'était pas forcément les délégués de classe, mais Oui, qu'ils avaient certains des élèves idées. qui avaient l'envie de prendre ça un peu en main et de partager avec leurs camarades. Donc, de ce deuxième atelier, on a fait une synthèse avec Julie en repérant eh bien, les délimitations d'usage. On a également compté les cartes qui étaient le plus ressorties. On a observé les divergences, les points communs. On a essayé voilà, de faire une synthèse. Même chose avec les perspectives faites par les maternelles. Et ces outils-là nous ont permis de passer ensuite à l'atelier avec les adultes. Donc, après ce temps de spatialisation avec les enfants, souvent à la suite, enfin dans la même journée, en fin de journée, on présentait les synthèses et les projets au groupe d'adultes. Donc, le groupe d'adultes, c'était un peu tous les acteurs adultes et usagers adultes de la cour, comme les a présenté tout à l'heure Julie. Donc, évidemment, les élus, les enseignants, euh, les parents d'élèves, les services techniques, l'accueil de loisirs. Je pense que j'ai tout le monde. Certains anciens Oui, enseignants, la communauté des communes, les pays. Voilà, on essaie de rassembler le maximum d'acteurs qui puissent donner chacun venir aussi avec chacun leur problématique. Ça permettait aussi d'exprimer leurs problématiques, mais en tenant cas des besoins des enfants. Et puis finalement, cet échange-là, ça permet de soulever, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Julie, de soulever certains problèmes et finalement de trouver des solutions ensemble, d'entendre ce qui peut être contraignant pour l'un et d'arriver à trouver, là encore aussi, un consensus. Donc on part de ce qu'ont fait les enfants. Il y a aussi notre synthèse à côté qui aide déjà. Le groupe adulte est divisé en 2 groupes. On essaie de mixer les acteurs. Enfin, en général, ça c'est plutôt bien fait. Et de là, ils vont sortir, eux, avec leurs contraintes, d'usagers et d'adultes, on va dire. Ils vont venir sortir 2 projets. Chaque groupe va proposer un projet, un scénario qui permet de recentrer, là encore, les problématiques et de commencer à établir un pré-programme pour la rédaction de notre futur cahier des charges. Voilà pour cette partie. Effectivement. Rien à ajouter, Julie. Et finalement, le dernier atelier, donc nous sommes revenus avec les synthèses et les scénarios proposés par le groupe adulte, en expliquant justement aux enfants voilà, qu'il a fallu faire des choix, et le fait que ce soit à chaque fois, on montre l'étape euh, l'étape précédente et on explique un peu les choix qui ont été faits. Les enfants, ils comprennent tout à fait. Déjà avant, ils ont anticipé l'idée que il y a certaines choses qu'on fera pas finalement et finalement, c'est peut-être mieux. On a plus de place. Les choses sont... Voilà, on peut pas tout mettre dans la cour. Il y a des choses plus judicieuses que d'autres. Donc ça passe très bien aussi auprès des enfants. Ils voient les choses évoluer et très rapidement, ils comprennent que voilà, au fur et à mesure, le projet va progresser comme ça et qu'on va arriver à quelque chose qui va leur convenir, mais qui ne pourra pas, enfin, ça pourra pas être Disneyland dans la cour d'école. En gros. Le fait, là, donc ce dernier atelier, c'est vraiment, on passe à la visualisation pardon, en 3D, le fait de manipuler
ça sensibilise aussi bien les enfants et ça leur permet de mieux comprendre et d'avoir une réflexion sur le comment construire. Ça leur permet aussi de comprendre la complexité du projet et voilà, le fait qu'il faut à des moments faire des choix. Ils se posent des questions qu'ils ne se posaient pas au départ, mais d'eux-mêmes, ils deviennent voilà, concepteurs et ils ont une réflexion assez fine finalement. Donc ça permet de visualiser en 3D aussi. C'est un autre moyen pour eux de comprendre le projet et la mécanique du projet. Et donc finalement, enfin, on peut l'expliquer ensemble, les bénéfices qu'on peut retirer finalement de cette concertation, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs, ça on l'a dit plusieurs fois, mais de vraiment échanger et exprimer leurs attentes et leurs appréhensions, et puis d'arriver à définir ensemble un projet commun qui soit le plus... Alors voilà, il n'y a pas de projet idéal, la cour idéale, on l'explique vite, que voilà, c'est difficile d'y arriver, mais en tout cas, quelque chose qui répond au maximum de contraintes et au maximum de souhaits. Euh, voilà, c'est la meilleure appropriation qu'on peut se faire aussi. C'est une meilleure appropriation aussi que peuvent se faire après les usagers de la cour, pardon. Et Euh, sur, du coup, ça permet donc toutes ces étapes-là d'aboutir à la rédaction du cahier des charges, donc qui est vraiment la traduction plus technique, mais qui liste aussi tout le programme et tout ce qui découle des besoins et des enjeux ressortis pour après, derrière, s'assurer d'avoir un projet paysager de qualité, en tout cas le plus que possible, et qui répond aux contraintes et aux enjeux de désimperméabilisation, de végétalisation, de bien-être de l'enfant adapté aux usagers, aussi au site, parce que tout ce qu'on fait, même si on part du début sur la cour idéale, qu'est-ce qu'on a envie, on recentre aussi petit à petit sur des choses réalistes, notamment par exemple avec les adultes sur l'atelier adulte, on va parler des réseaux, des choses qui pourraient faire que là, non, on ne pourra pas planter autant qu'on voudrait. Là, ici, on a des câbles proches qu'on ne pourra pas déplacer, donc on ne pourra pas mettre un grand arbre. Voilà, donc un peu toutes ces contraintes. Et ça permet, c'est l'étape aussi où on va s'accorder sur le prix, le budget et tous les côtés, on va dire, plus techniques, opérationnels et adaptés forcément aux moyens de la commune, financiers, mais aussi aux moyens humains derrière pour gérer. Donc voilà, c'est toute l'étape de formalisation qui se base sur l'amont du projet, la concertation, et c'est vraiment ça qui permet de définir le projet vraiment mm, cohérent quoi, avec le site, les usages et de construire une dynamique sur le long terme qui a été initiée dès le début avec tous mm, les usagers et qui va se poursuivre dans l'appropriation, comme tu disais, et dans la vie de la cour. mm. Donc voilà oui, les bénéfices qu'on a pu, pour répondre à ta question, Valérie, qu'on a pu répondre, qu'on a pu constater de notre côté. Très bien. Alors, je crois que Corinne Martel a une petite réaction par rapport à ce que vous venez de dire. Alors tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Moi, je me demande en fait quel va être le lien avec les acteurs de ce projet. Juste avant peut-être de répondre, je refais juste un petit point. Déjà, bienvenue au nouveau. Vous avez le chat à votre disposition pour me poser vos questions. Les questions seront reprises et posées à l'issue de l'ensemble des présentations. Et pour ceux qui doivent partir prématurément, nous en sommes très tristes, mais sachez que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine. Voilà, j'ai fini et tout de suite, sans plus attendre, je vous présente donc Corinne Martel qui vient de nous poser une question. Et Corinne Martel, donc vous êtes inspectrice premier degré de l'éducation nationale, vous êtes docteur en écologie, co-autrice avec Monsieur Wagnon chez ESF de l'école avec et par la nature, de jardiner à l'école pour s'ouvrir au monde et troisième volet à sortir en février 2026 de l'école au cœur de la transition écologique. Donc ma question à votre attention est la suivante. Quel est le rôle des cours vivantes à l'école et quelle est son importance dans le parcours de l'élève? Bonjour et merci pour cette invitation à ce moment assez important en fait d'échange avec tout le monde justement.
L'école est tout d'abord un lieu d'apprentissage, hein. C'est aussi un lieu de bien-être et d'éco-citoyenneté. Donc c'est vrai que c'est un endroit où on va pouvoir partager nos visions du monde futur, sachant qu'il y a de sacrés enjeux, qu'ils soient climatiques, mais également peut-être avec une prise de conscience qui a eu lieu à l'issue de la période Covid, où effectivement il est devenu un besoin impérieux de penser une éducation qui soit un peu plus globale, autant former les jeunes élèves et, en fait, et aussi les anciens, hein, mais enfin, voilà, moi je suis en train de vous parler d'une progression en fait, hein, et des parcours de l'élève dès la maternelle, voire même bien avant, hein, dès la crèche, à des apprentissages concrets. Et quoi de mieux qu'une cour d'école végétalisée, voire des sorties en extérieur, hein, pour faire école dehors, encore mieux quand on peut le faire, pardon, mais également des jardins potagers qui sont des lieux vraiment important en fait, hein, dans ces endroits scolaires, dans ce lieu scolaire. Je vais prendre la première diapo, s'il vous plaît. Alors avant de discuter de tout ça, c'est vrai qu'il est important de faire un constat sur les adolescents actuellement, leurs ressentis, sachant que plusieurs publications scientifiques en sciences de l'éducation, mais pas que, en santé, hein, pour les adolescents, montre que globalement, nos jeunes adultes sont assez pessimistes par rapport aux enjeux climatiques, aux problématiques de notre planète. Ils ont un vrai sentiment d'impuissance puisque 56% d'eux pensent que le futur va être compliqué. C'est pourquoi, de fait, en conséquence, il y a 75% de ces mêmes jeunes futurs adultes qui ressentent un sentiment de solastalgie, hein, c'est-à-dire vraiment une problématique d'anxiété forte face au changement climatique et également aux effondrements des écosystèmes. On entend énormément de choses sur les écrans, on lit aussi beaucoup d'articles, on en parle également à l'école. C'est pourquoi il est important de pouvoir vraiment en discuter avec eux, mais de leur faire comprendre aussi que rien n'est joué et qu'on peut agir en tant que futurs citoyens et actuellement éco-citoyens dans tout ce qui est en train de se jouer. Donc, ce qui est un peu perturbant, on va dire, pour nous, c'est que ces représentations sont encore et toujours le reflet des inégalités sociales et qu'elles ont tendance à se reproduire. Donc là, je pense que l'école a un gros enjeu, un gros travail à faire et surtout que ces représentations sont genrées. En effet, les filles ont parfois plus conscience des problématiques, que les garçons. Alors tout ça, c'est pas des mots comme ça en l'air, hein. Il y a effectivement des études qui ont été vraiment menées, que ce soit, au Canada ou même aux États-Unis et dans tout le nord de l'Europe qui montrent que réellement, les filles, ont une représentation du futur qui colle plus avec les domaines scientifiques et ce que nous montrent les études actuelles. On peut passer à la prochaine diapositive. C'est vrai que globalement, il y a une vraie importance de penser ce futur monde qui va être incertain, qui est incertain. On ne sait pas où on va en fait pour l'instant. On n'a pas de schéma prédictif. On a des études scientifiques qui vont pouvoir nous aider à nous rendre compte de ce qui est en train de se passer et qui pourront être une aide à la prise de décision, mais qui ne seront pas des décisions parce que derrière, il y a tout un contexte politique, hein, que tout le monde connaît. Et ensuite, il y a aussi les visions qu'ont les individus d'un monde futur. Et ces visions parfois se confrontent un peu entre les personnes qui souhaitent un retour à la nature, que ce soit dans les villes, mais également, par exemple, des campagnes, on va dire, plus naturelles. Encore faut-il qu'il faille s'entendre sur ce que ça représente, la nature, parce qu'on voit que le mot nature a vraiment évolué au cours des temps. On a aussi les personnes qui vont penser que justement la technologie va être un support, pour pouvoir aussi avoir une ville plus verte, alors avec des éoliennes, avec des énergies renouvelables et d'autres qui pensent qu'il faut à tout prix continuer, dans l'axe, qui est actuellement, enfin celui qu'on voit le plus, hein, à développer toujours, sans forcément regarder, ce qu'il y a autour de nous, ni les conséquences qu'il pourrait y avoir sur l'environnement, parce qu'après effectivement, certaines personnes peuvent penser que, ce qui est raconté par les scientifiques ou ce qu'on entend globalement est faux. Voilà, c'est ce qu'on appelle parfois les climato-sceptiques. Dans tous les cas, il faut faire avec tout ça et c'est vrai qu'il y a des controverses actuelles qui créent des questions socialement vives. Par exemple, la place du nucléaire. Est-ce que c'est
ça a un avenir. Est-ce que c'est l'avenir de nos pays? Est-ce que ça ne l'est pas? Parce que derrière, il y a toute la problématique de traitement des déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? Ça va être la même chose avec les moteurs thermiques ou pas, hein, avec l'alternative électrique. Donc tout ça, effectivement, ça se discute. Il faut tout mettre sur la table et voir les avantages et les inconvénients de tout. On peut passer à la prochaine. Donc c'est vrai que les cours végétalisés, pour revenir sur le cœur de notre sujet actuel, s'intègrent dans quelque chose de plus global. Et je pense que si on n'a pas cette vision globale, quelque part, on risque de se tromper. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui ont été déterminés par l'UNESCO. Il y en a 17. Les objectifs de développement durable. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces objectifs. Les principaux sur lesquels nous allons travailler, nous, à l'école, il y a la partie lutte contre la pauvreté, parce que ça, on peut le faire quelque chose, de fait. La lutte aussi contre les inégalités de genre, et ça, effectivement, c'est dans nos mains. Euh, Ensuite, il va y avoir toute la partie santé, éducation de qualité. Et là-dedans, dans les apprentissages qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir travailler justement sur ces villes durables et résilientes, les consommations responsables, et toute la partie, vous voyez, des objectifs 13, 14 et 15 qui vont travailler sur les biodiversités terrestres et aquatiques, mais également toutes les problématiques liées au changement climatique. Alors après, il y en a plein d'autres, mais je ne les développerai pas ici. On peut passer à la prochaine. Alors globalement, vous allez voir que je vais essayer de prendre un peu le pendant de ces objectifs de développement durable. Par exemple, au niveau de la santé, dans les cours végétalisés, c'est vrai qu'il va y avoir différents objectifs qu'on va pouvoir atteindre. Tout d'abord, on va pouvoir, parce qu'on va bouger plus facilement que quand on est assis sur une chaise, évidemment, hein, pour apprendre, lutter contre les problématiques d'obésité et donc de maladies cardiovasculaires. Et tout ça au niveau de nos programmes, c'est dédié dans la partie activité physique quotidienne, ce qu'on appelle APQ. Effectivement, les enfants doivent obligatoirement faire, et c'est inscrit dans les programmes, à minima 30 minutes d'activité physique tous les jours. Ça veut dire se déplacer, par exemple, sans prendre un ascenseur, mais prendre un escalier quand on est à l'école ou au collège. Ça veut dire également courir, jouer, marcher. Voilà, au maximum, plutôt que d'utiliser par exemple une trottinette avec laquelle on peut bouger, mais si elle est électrique, évidemment, on se dépense moins. Vous voyez, toutes ces problématiques-là avec le sport aussi, EPS et APS, donc c'est éducation physique et sportive et activité physique et sportive pour les plus petits. On se rend compte que en développant tous ces axes, on va avoir une meilleure résistance aux infections parce qu'on va pouvoir avoir une augmentation d'endorphines, on se sent mieux et on booste notre système immunitaire. Et en même temps, en faisant ça, en étant dans une cour et un environnement végétalisé, on va avoir une diminution de l'anxiété et des dépressions. Et d'ailleurs, c'est beaucoup utilisé chez les élèves, certes, chez les adultes aussi, parce qu'on sait très bien le lien qui est fait entre, par exemple, jardiner et le complexe argilo-humique. Là, je rentre dans des choses un peu particulières, mais c'est vrai qu'en bougeant la terre, il y a des bactéries qui émettent en fait des molécules qui sont très proches des endorphines et qui font qu'on se détend quand on jardine et quand on touche la terre, quand on patouille la terre. Chez les enfants, c'est pareil, chez les personnes âgées, c'est pareil. Et dans certains hôpitaux, on utilise cette technique aussi, justement pour les personnes qui peuvent avoir des passages difficiles dans leur vie et qui ont soit des burn-out ou des dépressions. Être et avoir donc une cour végétalisée va permettre de développer également des compétences psychosociales. Et ça, c'est au cœur aussi des problématiques actuelles. Comment on va pouvoir, quand on est dans une cour justement variée, avec des environnements divers, avec des revêtements qui ne sont pas tout plats, justement, développer des habiletés motrices, s'entraider entre les élèves, enfants, pour pouvoir se déplacer, par exemple. Donc ça va générer des situations de fait où les enfants vont être plus prompts à coopérer, à s'entraider. On peut passer à la diapo suivante. Aussi, alors ça, ce sont des études qui sont relativement anciennes, mais toujours d'actualité, hein. Là, si on se base sur les neurosciences, bon, alors on a tout un système dans le cerveau qui montre au niveau du système réticulé, donc ça, c'est quelque chose qu'on a derrière la tête, que en bougeant, on apprend mieux. Et ça, en fait, c'est réellement au niveau évolutif. Nous avions les hommes préhistoriques qui se déplaçaient pour pouvoir trouver la nourriture. Et ça se base là-dessus, c'est-à-dire que il est éminemment important pour l'être humain de pouvoir bouger, en tout cas quand on est petit, avant de comprendre et d'apprendre à maîtriser ses mouvements, finalement, pour pouvoir apprendre. Donc là, vous avez des études qui montrent qu'on améliore l'attention quand on peut bouger, mais également qu'on les retient mieux si c'est relié à un contexte qui est émotionnellement positif. On va mieux retenir si on se sent bien, en fait. Donc là, j'ai mis quelques exemples de cours végétalisés dans lesquels parfois je me retrouve, dans des écoles qui sont sous ma responsabilité, avec vraiment des gros projets
d'apprentissage qui sont transversaux. Alors là, je vous mets, par exemple, ce compost, mais ça va être de fait lié à un jardin pédagogique, mais aussi plus généralement, par exemple, à des goûters zéro déchet qui vont être mis en place dans les écoles. Voilà, donc des épluchures, etc., etc. C'est bon, on peut passer à la prochaine. L'idée également de ces cours végétalisés, c'est qu'on va pouvoir travailler différentes choses. Tout d'abord, une réduction d'inégalités face à la nature en fonction des milieux vraiment socioculturels défavorisés. Et ça, c'est vrai que on essaye de développer un maximum les cours végétalisés. Alors, par exemple, ici à Montpellier, en lien avec des jardins pédagogiques. Par exemple, moi, dans toutes les écoles qui sont sous ma responsabilité, on a mis en place des jardins, alors avec l'aide des collectivités évidemment, en lien aussi avec des associations. C'est pour ça qu'on parlait des acteurs et c'est éminemment important de travailler ensemble et de s'entendre sur les apprentissages qui peuvent être faits. Et là, on voit par exemple, au niveau des inégalités, une école de Montpellier, centre-ville, où on a mis en place ces jardins. Et là, autour de ça, on a des élèves qui travaillent ensemble, filles et garçons. Alors là, c'est génial aussi parce que l'égalité filles-garçons est un de nos objectifs, qui apprennent ensemble, en fait, à structurer des milieux et qui en comprennent, en fait, le sens. Donc, impliquer les élèves est éminemment important parce que si on veut qu'après, il y ait une continuité sur ce projet de cours végétalisés, où il peut y avoir des jardins ou d'autres choses, il faut que les élèves soient impliqués dès le départ. Merci. On peut passer à la prochaine. Globalement, une diapositive bien remplie, que je vais vous expliquer très brièvement. Les cours végétalisés vont nous permettre de travailler en substance toutes les compétences du programme, par exemple, hein. Si on a, par exemple, un jardin, comme ici, vous voyez, ou voilà, hein, des cours avec des copeaux, ou des endroits avec des obstacles, en tout cas des cours qui ne sont pas toutes plates. Déjà, on va pouvoir faire de l'observation, donc animal, végétal. On va pouvoir recréer des îlots de biodiversité au sein de ces cours, donc ça on le sait. Travailler évidemment sur le paysage, comme ça a été dit tout à l'heure. Travailler la motricité, donc ça je vous en ai parlé, j'en reparle pas. Et après, il va y avoir toutes des activités langagières et mathématiques qui vont être liées à cela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux pour nous. Par exemple, la géométrie, ça va être de déterminer la taille d'un arbre avec ce qu'on appelle la croix du bûcheron. On va utiliser une règle trigonométrique finalement, que je travaille moi dès cycle 2, cycle 3, hein, donc en gros des élèves qui vont avoir entre 7 et 11 ans, alors que c'est des compétences finalement qu'on acquiert quand on est au collège. Voilà. Mais le fait de pouvoir le pratiquer et de comprendre en fait comment on va s'en servir de manière réelle, concrète, ce sont des notions qu'on va pouvoir aborder pour permettre des meilleurs apprentissages après au collège. Donc en fait, on est en train de penser tout ça, sur les proportionnalités aussi, les mesures d'un bac. Vous voyez, il y a une quantité de terre, ben, il va falloir calculer en fonction de la hauteur, etc., le volume de terre. Ben, tout ça, ça va nous permettre de travailler des compétences concrètes de mathématiques qui parfois ne sont pas comprises par les enfants, juste quand c'est une formule qu'on travaille sur un cahier. Vous voyez. Donc c'est vraiment tout ce lien qui va être hyper important. Je pense que globalement, voilà, vous voyez tous les ODD qu'on travaille, en tout cas, au travers de ces cours. On peut passer à la prochaine et ma dernière diapo. Donc, l'idée là, c'est réellement de comprendre qu'au travers de la conception des cours, puisqu'elles sont pensées de manière collaborative, il va y avoir différents enjeux, les enjeux de bien-être pour les élèves. On va y mettre également des coins d'apprentissage qu'on peut formaliser avec des tableaux. Alors c'est vrai que moi j'ai des projets de la maternelle et je travaille également avec des collèges de mon secteur où justement on est en train de faire ça avec des copeaux effectivement, des tables et au collège quand même un tableau parce que ça peut aussi rassurer les enseignants en termes de gestes professionnels parce qu'on n'a pas parlé de ça mais c'est vrai qu'on n'apprend pas de la même manière dedans et dehors. Donc il va y avoir tout ce travail à faire et justement c'est aussi mon travail hein, de voir comment faire évoluer les gestes professionnels et qu'est-ce qu'on peut apprendre concrètement et comment parce qu'on va apprendre différemment. Il y a tout cet aspect donc apprentissage, mais aussi moi en tant qu'inspectrice, ce que je regarde également, c'est que ces cours sont beaucoup plus sécuritaires. Parce qu'il va y avoir beaucoup moins d'accidents, parce que les élèves vont être dispatchés dans la cour, il va y avoir, même s'il y a des copeaux comme vous voyez, effectivement des jeux de transvasement qui vont pouvoir être mis en place, des endroits en tout cas où si les élèves chutent, ben, par rapport à une cour goudronnée, eh ben, on va se faire moins mal. Des espaces en fait qui vont pouvoir être aménagés pour avoir des endroits calmes, des endroits où les élèves peuvent courir, jouer, faire du vélo, hein, par exemple. Mais aussi des endroits moins genrés où il y aura pas forcément une cage de foot qui sera en plein milieu, de la cour et les filles tout autour avec des garçons qui jouent au centre, vous voyez? Donc là, c'est repenser vraiment la forme scolaire dans sa globalité. Et pour terminer, en fait, cette partie-là, c'était de vous dire aussi qu'il y a un enjeu plus global, nous, au niveau de l'éducation nationale, c'est qu'il y ait une labellisation E3D des établissements. Cette labellisation, en fait, c'est une reconnaissance des
tous les projets, parce qu'il ne suffit pas en soi d'avoir une cour végétalisée pour avoir une cour végétalisée ou un jardin pour avoir un jardin. C'est qu'est-ce que les enseignants vont pouvoir faire concrètement et les équipes d'animateurs aussi, parce que le temps lien scolaire, périscolaire est éminemment important, on le sait dans le parcours de l'élève, pour que, il y ait des gestes éco-citoyens qui soient faits au jour le jour. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Corinne Martel. Je crois que nous allons passer maintenant à un exemple concret qui concerne la commune de Mirval. Et je vais passer la parole à Michael Marie-Claire, qui est coordinateur enfance-jeunesse à la commune de Mirval. Ma question pour vous, Michael, est la suivante. Pourriez-vous nous préciser quels sont les avantages et quelles précautions la démarche de co-construction présente-t-elle dans votre projet? Et deuxième question, deux en un. Pouvez-vous nous expliquer comment le CAUE accompagne votre collectivité? Bonjour à toutes et à tous, merci. Au nom de la collectivité de Mirval, déjà, on souhaite remercier le CAUE pour cette invitation, plus particulièrement Madame Chouvel, Madame Verdier et Madame Champenois qui nous accompagnent. Et donc, si vous pouvez passer le premier slide. La commune de Mirval est une petite commune de 3300 habitants qui est située entre Sète et Montpellier. Nos écoles, on a une école, nos écoles datent des années 60. Il y a eu plusieurs petites extensions jusqu'en 2019 pour la rénovation de la restauration scolaire. Notre groupe scolaire est composé de deux écoles, une école maternelle de 3 classes, une école élémentaire de 8 classes, et elles offrent aussi un cursus bilingue occitan. Et on a aussi nos accueils périscolaires des 3, 5 ans et 6, 10 ans qui sont intégrés dans le groupe scolaire dans des préfabriqués. Nous, on est parti du constat depuis un certain nombre d'années que les bâtiments sont très vétustes. On a des retours des usagers aussi qui nous font des retours sur les surchauffes des classes, les pannes électriques, des fuites d'eau, des problèmes de canalisation. Nos préfabriqués qui ont quasiment 40 ans, qui commencent à être très vétustes. Donc, à l'issue de ça, on a fait déjà un premier diagnostic avec les élèves, avec les enseignants. Et la collectivité a vraiment décidé d'engager un projet de rénovation en prenant en compte tous les usagers. Et donc, du coup, c'est pour nous un aspect très important de pouvoir prendre ce projet de façon très, très globale. Donc, si vous pouvez le voir sur sur le prochain slide, un peu l'architecture de nos écoles. Donc, on peut le voir, le bâtiment A représente l'école maternelle. Le bâtiment B, 6 classes de l'école élémentaire. En jaune, la restauration sur la droite. Le bâtiment C et D, où on va retrouver une classe, une salle d'activité. Et on retrouve également les bureaux du service enfant-jeunesse à l'étage, la salle des maîtres. Et si vous voyez sur les deux points noirs, c'est les préfabriqués où sont accueillis les enfants de la maternelle à gauche et les enfants de l'élémentaire de l'élémentaire à droite. Donc voilà un petit peu l'architecture de notre école. C'est des bâtiments qui ont été construits en fonction du nombre d'enfants, des ouvertures de classes. Et donc là, notre idée, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser un petit peu l'utilisation des bâtiments et de les rénover. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite vous partager notre retour d'expérience sur la démarche de co-construction dans le cadre de la reconstruction de nos établissements. L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est clair, hein, c'est d'avoir un projet partagé, cohérent, afin de recruter une équipe de maîtrise d'œuvre. Le CAUE, du coup, il nous accompagne à la fois sur l'aspect bâtiment et également sur l'aspect, la conception de la cour. Et l'idée, c'est qu'on retienne, enfin, on a retenu et on a monté un cahier des charges avec le CAUE pour retenir un programmiste qui pilote actuellement notre projet.
Parmi les bénéfices qu'on a pu observer également, ben, c'est l'implication des élèves, hein, parce que du coup, ils ont pu observer, ils ont pu faire un état des lieux de leurs cours avec des ateliers, des rencontres, des maquettes, la création d'une maquette en collaboration avec le CAUE. Et en parallèle, on a aussi fait un recensement auprès de l'ensemble des acteurs, donc les enseignants, les agents municipaux, les animateurs, agents de restauration, les ATSEM, les services techniques, le service d'urbanisme et les élus. Donc, du coup, cette diversité de points de vue combinée à la volonté de la collectivité et des enseignants, de l'équipe éducative, a permis de comprendre un petit peu les attentes de tout le monde. La collaboration, dans cette collaboration, on a aussi intégré des parents d'élèves. Et la collectivité a également fait le choix de prendre une option que le programmiste qui nous accompagne propose. C'est des ateliers à maîtrise d'usage qui permet vraiment d'expliquer un peu à tout le monde comment le projet, tous les détails du projet, les objectifs et qu'on avance ensemble pour ben, vraiment prendre en compte les besoins de chacun. On a également visité 3, 4 écoles qui ont été récemment rénovées, ce qui permet aussi d'avoir d'autres points de vue, de se renseigner, de donner aussi des idées. Donc ça, pour nous, c'était quand même très important. Et toutes les écoles qu'on a visitées, le mot d'ordre, c'était vraiment de concerter tout le monde, de prendre son temps. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de réaliser. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là, on est à peu près sur la phase 2 de notre projet. Donc, on a eu toute la partie technique qui a été faite, la partie de concertation avec tous les usagers, pardon. Et là, on est en train de définir le scénario qu'on va choisir. On a un atelier jeudi avec les usagers. Et donc, du coup, à l'issue de cet atelier, on pourra à ce moment-là déterminer un peu le montant qui va être le montant des travaux, le montant global qui va être, bien entendu, la partie la plus importante du projet pour pouvoir essayer de concilier les demandes de chacun. Donc voilà pour nous, en tout cas, tous les bénéfices de cette démarche. Et je vais vous présenter du coup les points de vigilance. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, du coup, ça demande du temps bah, d'expliquer le projet clairement à tous les acteurs parce que chaque acteur a ses besoins spécifiques, les maternelles, les élémentaires, sur le temps de restauration, sur le temps périscolaire. Donc du coup, le plus important, c'est de prendre le temps d'expliquer, d'échanger et que tout le monde soit conscient un petit peu des besoins de chacun. Et puis après, je vous l'ai également dit, les points de vigilance. La concertation, c'est très bien, mais il faut également expliquer aux usagers toutes les contraintes techniques, les contraintes financières. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un aspect très transparent, être très pédagogue et pour réaliser et construire un projet solide. Merci. Pour nous les points de vigilance qu'il faut faire attention. Et mais en tout cas, il faut effectivement pour conclure, hein, que tout le monde soit partie prenante de ce projet, à la fois les écoles, à la fois les animateurs, les parents, pour construire et essayer de construire un projet solide. Et c'est ce que nous on essaye de faire. Je vous cache pas que ce sera très difficile parce que financièrement, ça risque d'être très très compliqué. Mais en tout cas, on y croit à notre projet et on le défend, voilà, corps et âme. Merci beaucoup, Michael, pour ce témoignage. Nous allons maintenant avoir le côté CAUE avec Aurélie Aubry qui va nous faire part de son expérience. Donc Aurélie, vous êtes paysagiste conseillère au CAUE de l'Aveyron. Outre les missions de conseil et d'accompagnement des collectivités sur la qualité des espaces publics, vous travaillez depuis une quinzaine d'années sur le sujet des cours d'école, avec toujours la préoccupation de faire participer les élèves, mais aussi les adultes, au processus de conception et de construction de leur cadre de vie en s'appuyant sur le tissu social local, la désimperméabilisation des sols et la végétalisation. Je vous laisse la parole. Merci.
Bonjour à tous. Merci à nos collègues de l'Hérault de nous avoir invités à ce webinaire. Donc oui, effectivement, nous, CAU de l'Aveyron, ça fait une quinzaine d'années qu'on est sollicité sur l'aménagement des cours d'école. Et donc là, je vais juste vous présenter un petit retour d'expérience sur un projet qu'on a accompagné en fait à partir de 2018 à la demande de l'équipe éducative. Donc quand je dis équipe éducative, on peut peut-être revenir à la diapo précédente. Merci. Donc, équipe éducative, en fait, c'est une école en fait qui travaille de façon très entremêlée entre l'équipe enseignante et l'équipe des animateurs, puisque c'est une cour d'école en fait qui sert à la fois pendant le temps scolaire et le temps périscolaire, donc toute l'année. Donc pendant les petites vacances, mais aussi pendant les grandes vacances, en fait. Elle sert de centre de loisirs. Voilà. Donc on se trouve dans une commune rurale, hein, c'est 700 habitants, Saint-Cyprien-sur-Dourdou, et surtout la question qui se posait, c'est qu'on se trouve dans une zone inondable. Vous voyez sur cette diapo la vue aérienne de la commune, donc la rivière du Dourdou, que vous voyez en bleu là, et l'école, le périmètre de l'école qui se trouve juste en partie dans le lit majeur de la rivière. Donc il y avait cette question de désimperméabilisation assez prégnante. Au départ, la sollicitation, qu'on peut passer à la diapo suivante. Merci. La sollicitation, en fait, elle venait de l'équipe éducative, surtout par rapport à une question d'usage et une question de répartition des espaces entre filles, garçons, grands et petits. En fait, la préoccupation première, c'était pas forcément la question de la végétalisation. Mais alors, vous le voyez sur la photo aérienne. Donc, on est dans une cour en forme de L, qui est entièrement goudronnée, mis à part un tout petit espace à l'ouest qui était enherbé, et tout le reste, en fait, sur du goudron, avec deux arbres existants seulement, assez malmenés, hein, comme le disait Julie tout à l'heure. Le constat dans la plupart des cours d'école, c'est qu'on est quand il y a des arbres, ça c'est assez rare, mais quand il y a des arbres, en fait, ils sont ultra taillés et voilà, ils sont pas forcément très très bien entretenus, et surtout les pieds dans le goudron. Donc dès le départ, en fait, le postulat, ça a été de préserver le terrain de foot. Il n'y avait pas la volonté à la fois de l'équipe des animateurs et de l'équipe municipale de modifier en fait ce terrain de foot que vous voyez à l'est, donc ce grand rectangle. Donc le périmètre du projet a vraiment porté sur la cour à l'arrière de l'école. Donc, je vous ai dit, la demande au départ des enseignants, c'était ça, c'était de travailler en fait sur un meilleur usage de la cour pour tous. De la part de la municipalité, il y avait une question qui se posait sur les structures de jeu que vous voyez sur la photo de droite. Euh, donc, c'était des structures de jeu vieillissantes, et surtout un sol souple obligatoire euh, qui était obsolète, puisqu'on était sur des dalles en fait posées sur du goudron, et qu'il fallait changer. Donc voilà un petit peu le constat de départ. On est sur une école qui a 4 classes. Depuis cette année, ils sont passés à 3 suite à une baisse d'effectifs. Voilà.
Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, nous, en fait, la demande, on l'a reçue d'abord de l'équipe enseignante. On a tout de suite demandé à ce que l'équipe municipale soit partie prenante si on voulait que le projet puisse aboutir. Donc, en fait, on travaille un peu de la même façon que ce que vous ont présenté Julie et Anne. Donc, je vais peut-être passer un petit peu rapidement sur la démarche. Donc, on inscrit vraiment les élèves en fait dans une démarche de projet. Donc, c'est-à-dire qu'on part vraiment de l'état des lieux, des constats, pour voilà, que les élèves apprennent à connaître leur environnement quotidien, mais surtout à le regarder d'une autre façon et à comprendre comment il fonctionne, comment il s'organise, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui va pas, et pour arriver à faire des propositions et à modifier pour que cet environnement soit plus adapté à tous. Voilà. Donc d'abord sur plusieurs ateliers d'observation. Donc là, vous voyez les élèves, hein, on travaille sur les matériaux, sur les limites de la cour, la présence du végétal, l'eau, comment on trouve l'eau dans cette cour, est-ce qu'il y a du relief? Et puis après, comment on y joue? Les lieux où ils se sentent bien, les lieux où il y a des conflits, etc. Donc, ça permet en fait de poser un constat global en fait sur d'usage et de fonctionnement. Euh, Ensuite, on passe à partir de ce constat à des ateliers de conception qui vont aider les élèves à se projeter dans l'avenir et à comprendre en fait qu'ils peuvent être acteurs de leur cadre de vie et à agir sur leur amélioration. Donc on travaille sur des dessins, sur des plans, sur des maquettes, etc. Et sur quelques écoles, on arrive jusqu'à faire une simulation grandeur nature de ce que pourrait être le changement de leur cours. Donc c'est-à-dire passer de l'échelle de la maquette pardon, à une simulation grandeur nature. Donc là, dans cette école, on a travaillé avec deux classes. euh, et pour pouvoir transmettre leurs idées aux deux classes qui ne participaient pas au projet, en fait, il y a eu cette simulation, donc vous voyez sur la photo du milieu, où lors d'une journée, en fait, on a mis en place, voilà, avec les moyens du bord, donc c'était des bottes de paille, des parasols pour faire les arbres, des traces, des traçages à la craie pour délimiter les espaces qui pourraient être désimperméabilisés, etc. Et du coup, ça a permis aux élèves qui participaient au projet d'expliquer aux autres plus facilement leurs idées. Voilà. Donc tout ça, c'était vraiment dans la classe. Et ensuite, il y a eu une présentation au conseil d'école, voilà, transmettre leurs idées au groupe d'adultes, donc à la fois aux représentants des parents d'élèves, mais aussi à la municipalité. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc nous, en fait, en CAU, on a retranscrit en fait de façon schématique et surtout avec des images d'ambiance qui permettaient d'expliquer un petit peu ce que les élèves avaient imaginé. Donc là, c'est une sorte de planche en fait qui résume un petit peu les propositions des élèves pour améliorer leur cours. Donc leur idée générale, en fait, leur souhait, c'était d'avoir une cour moins bitumée et plus végétalisée. Une cour où on peut trouver plus de lieux intimistes et une cour où on peut inventer des jeux, avoir des endroits où s'asseoir, des endroits calmes, parce qu'il y avait un réel manque hein, de ça. Mais aussi des endroits où circuler, courir, circuler en trottinette, en petit vélo et se défouler. Voilà. Vous voyez un petit peu toutes les images de référence qu'on utilise. Vraiment, c'est le même principe que le CAU de l'Hérault. On peut passer à la diapo suivante. Euh, donc, une fois qu'on a eu fait toute cette, ce volet pédagogique auprès des élèves, il y a eu toute une partie aussi concertation avec à la fois les élus municipaux, mais aussi
tous les parents d'élèves et surtout l'association sportive qui encadre en fait tout le temps périscolaire et tous les centres le centre de loisirs. Voilà. Donc ce projet-là, la municipalité n'avait pas énormément de moyens, n'avait pas de budget. Donc l'idée aussi, ça a été d'adapter pour que ça puisse être réalisable en régie et surtout par une équipe de bénévoles. Donc vous le voyez sur ces photos, un peu les différentes étapes. Les travaux ont été réalisés pendant un été. Et au préalable, avec les élèves, nous, on a fait un atelier en fait de préparation du chantier. Vous voyez sur la photo de gauche, où on a matérialisé au sol tous les endroits qui allaient être découpés, le mobilier, les emplacements du mobilier et les emplacements des arbres qui allaient être plantés. Ensuite, au cours de l'été, il y a eu une équipe de bénévoles. Donc, c'était principalement des grands-parents qui sont venus découper, décaisser les espaces à désimperméabiliser. Donc, c'était une personne qui était propriétaire d'une mini-pelle, un autre grand-père qui avait son permis mini-pelle, euh, qui ont fait ce travail pendant l'été, bien sûr accompagnés par les employés municipaux. Et pour évacuer les gravats, c'est une famille d'agriculteurs en fait qui a mis à disposition une benne dans la cour. Donc voilà. Donc ça s'est fait au cours de l'été. La municipalité ensuite a rempli ces fosses avec des copeaux, donc ce que vous voyez sur la photo du bas. Et ensuite, il y a eu une fois que tout ce travail a été fait, la mise en œuvre de mobilier par un menuisier, en fait, le menuisier du village qui les a construits et qui les a finalisés avec les élèves. Donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Ensuite, à l'automne, nous, CAE, on est de nouveau intervenus pour faire des ateliers plus autour des plantes, donc avec des ateliers de conception puis de création de cabanes en osier vivant, donc dans la partie en herbe, et aussi des ateliers de sensibilisation et de plantation dans la cour, donc avec tout ce qui est arbres, arbustes et plantes vivaces. Au cours de ces ateliers, en fait, ça permet aussi de parler d'entretien, à la fois avec les employés municipaux, mais aussi avec les élèves et les enseignants, puisque c'est eux qui entretiennent en partie les espaces plantés. Ça permet d'avoir pas mal de respect par rapport aux plantations qui ont été réalisées. Cependant, un petit bémol par rapport à ce projet-là, c'est qu'il n'y a pas eu de protection mise en place pour les plantations quand elles étaient jeunes. Et du coup, il y a énormément enfin, plusieurs arbres qui ont souffert et qui sont morts. euh, Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de périmètre défini et du piétinement de la part des élèves, ce qui est normal, hein, parce qu'ils sont allés jusqu'au pied et du coup, en fait, ça a fait mourir les arbres. Donc, moi, j'ai ce retour d'expérience vraiment, même si ce sont des protections temporaires et c'est vraiment super important si on veut que le projet soit pérenne au niveau des plantations de mettre en place des protections pendant les 3 premières années. Voilà. Voilà. Bon, pour résumer, c'est une intervention extrêmement frugale, donc assez adaptée à une commune rurale qui ont peu de moyens. Alors voilà, en fait, l'idée c'est de
vraiment imaginer qu'en fait, une cour, on n'est pas obligé une cour désimperméabilisée et végétalisée, et pour l'améliorer, on n'est pas obligé de tout revoir de fond en comble, en fait, de tout refaire, tous les revêtements, etc. Là, en fait, on le voit sur cette photo, l'intervention, elle a consisté en fait à une découpe de l'enrobé, une évacuation, des plantations le long du mur du fond. Donc là, sur cette photo, elles sont assez jeunes, mais aujourd'hui, en fait, elles masquent complètement le mur arrière. Des cabanes en osier. euh, et puis des plantations qui peuvent se faire aussi directement dans les copeaux, puisque c'est des espaces qui servent à la fois pour les élèves, mais aussi pour les arbres, en fait, pour qu'ils soient aussi en meilleure santé. Après, ça a été possible, en fait, ce projet, euh, grâce aux bénévoles, hein. En tout, ça a coûté 16 000 euros à la commune pour un tiers de la surface de la cour désimperméabilisée. Donc c'est une somme très très faible pour ce type d'aménagement, mais parce que ça a été fait à la fois en régie, donc il y a le temps des employés municipaux qui n'a pas été compté, et le temps de bénévolat. Donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc ça a vraiment été rendu possible donc, grâce à un projet en multi-partenariat. Les bénévoles, le temps des chantiers, ils ont été obligatoirement couverts par une assurance qui a été prise par l'association sportive. Et donc voilà, le coût global du projet pour la municipalité, c'est 16 000 euros. Donc ça comprend la fourniture des copeaux, la construction du mobilier, l'allocation d'outils, donc notamment la scie à béton qui a permis de découper, et l'engazonnement. Tout le reste, donc que ce soit fourniture des osiers vivants, ça c'est les familles. La fourniture de toutes les plantations, c'est la pépinière départementale, hein. C'est un service du conseil départemental qui met à disposition des plants gratuitement aux communes. Donc ça a permis voilà, de végétaliser la cour. Et puis après, ce qui est assez intéressant aussi dans ce projet-là, c'est qu'en fait, vous voyez, on peut peut-être revenir à la photo précédente. Euh, tous les modules que vous voyez en bois là, donc, ont été construits par le menuisier, mais ce ne sont pas des structures de jeu. Ce sont des assises, puisqu'elles ne dépassent pas une certaine hauteur, et surtout, elles sont implantées en fait dans des zones désimperméabilisées. Donc voilà un petit peu ce projet-là. Au niveau de l'entretien, bon, il n'y en a pas énormément. Les classes font l'entretien des cabanes, continuent à les tresser. Euh, Ils ont aussi acheté des petits balais, et c'est les élèves en fait qui se chargent de remettre les copeaux dans les fosses, quand il y a besoin. Et là, le projet, il a maintenant 3 ou 4 ans, je crois. Et cet été, en fait, ils ont fait la première recharge de copeaux, puisque c'est un matériau en fait qui nécessite, enfin voilà, qui se décompose en fait dans le sol, et donc qui nécessite une recharge tous les 2 ou 3 ans, suivant le degré de dégradation. Et voilà. Et pour conclure sur ce projet, euh, donc le retour de l'équipe éducative, hein, c'est qu'en fait ça a permis de vraiment modifier les usages de tous les élèves en fait sur cette cour, avec une occupation plus homogène de la cour par tous. Des jeux plus diversifiés, sans avoir forcément du matériel supplémentaire. Et puis la partie qui a été réaménagée, qui est investie par tous les âges. Et globalement, ils ont constaté vraiment
un climat scolaire et des relations entre les élèves qui se sont largement apaisées. Voilà, pour ce mot de conclusion. Merci beaucoup Aurélie. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Juste avant, je vais vous faire quand même un petit coup de pub pour notre CAE, puisque nous avons actuellement une exposition Tendre vers la sobriété foncière, que vous pouvez encore voir jusqu'au 19 décembre. Merci Anne et Julie pour ce slide qui montre un petit peu l'étendue de nos actions, puisque toute l'année nous proposons des conférences, donc vous pouvez retrouver les replays des vidéos sur notre site. Nous proposons aussi des formations à destination des professionnels, des élus. Vous en avez l'illustration ici avec la formation sur les autorisations d'urbanisme à destination des secrétaires de mairie, des élus et des professionnels. Et comme vous le voyez derrière moi, nous avons aussi un centre de documentation dans lequel je vous invite. Et parmi les participants, j'en connais une que j'ai déjà vue et qui nous a posé une question. Donc, je la citerai tout à l'heure. L'emprunt est gratuit. Enfin, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Je serai ravie de vous accompagner dans vos recherches. Tout de suite, les questions, parce qu'on n'a pas le temps de parler de toute l'actualité du CIE de l'Hérault. Alors déjà, première question toute simple. Je me suis engagée, mais j'ai Mathieu qui est parent d'élèves, école associative et designer de parcours utilisateur qui m'a demandé si on pouvait avoir accès aux slides. Je lui ai bien sûr dit oui. Voilà, donc j'espère que ça ne vous pose pas de problème. Alors tout de suite, question de Stéphanie Etienne, qui nous a posé beaucoup de questions. Mais c'est très bien, merci beaucoup. Désormais, de nombreuses écoles primaires ont des délégués de classe. Il me semble pertinent de les mobiliser sur le sujet pour une consultation de toutes les classes. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, qui est déjà fait? Et là, je laisse les intervenants répondre à leur bon vouloir. Alors, Madame Martel, vous voulez répondre ou... Oui, je peux déjà donner quelques éléments, en tout cas en ce qui me concerne. C'est vrai que généralement, c'est lié effectivement à la formation des éco-délégués et des délégués. Donc, il y a effectivement un gros travail qui est mis en place par les enseignants avec un guide qu'on propose sur la labellisation E3D. Formation des éco-délégués, et ça commence officiellement dans les programmes à partir du cycle 3, il faut le savoir, et on peut commencer dès le cycle 2 très facilement. Donc en général, ce sont quand même des projets qui sont mis en place avec les élèves, parce qu'en fait, il ne peut pas en être autrement, ça n'a aucun sens sinon. Merci. Moi, je peux peut-être compléter. C'est vrai que pour tout ce qui est école primaire, euh, nous, on privilégie plus des interventions classe entière, ne serait-ce que pour avoir une dynamique de projet et qu'il y ait des... Parce qu'on est souvent dans un contexte de petites écoles avec une, deux, trois ou quatre classes. Donc voilà. Après, on intervient aussi depuis quelques années en collège ou en lycée. Et là, à ce moment-là, on travaille beaucoup avec des groupes d'élèves donc, qui sont des éco-délégués et des élèves du conseil de vie du collège ou du lycée. Donc voilà, et du coup, ça permet de constituer un petit groupe et de toucher tous les niveaux en fait de la sixième à la terminale. Et souvent, ce sont des... Enfin voilà, ça fonctionne bien. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne mieux par retour d'expérience dans le secondaire. Voilà. Merci beaucoup. Une deuxième question de Marie, qui est architecte. Quels sont les différents types d'appels d'offres de marché public mis en place à la suite de la rédaction du cahier des charges pour répondre au sujet? Au même titre que pour les espaces publics, ça dépend aussi du montant au-dessus de 40 000 ou non pour les honoraires du maître d'œuvre. Donc, ça peut passer par un appel d'offres mise en concurrence ou sinon aussi de gré à gré pour des petits montants. Je sais pas, Aurélie, Saint-Cyprien-sur-Dourdou, du coup, il y avait, ou d'autres communes plutôt, où il n'y a pas forcément de où il y a un maître d'œuvre. Ouais, il n'y a pas, en fait, nous, ça dépend vraiment, vraiment de l'échelle des communes. Donc, Saint-Cyprien-sur-Dourdou, effectivement, il n'y a pas eu d'appel d'offres puisque ça a été fait en régie.
et avec un chantier participatif. Après, il peut très bien y avoir des chantiers participatifs qui sont accompagnés par un maître d'œuvre, hein, mais là, c'était pas le cas. Après, j'ai accompagné une autre école dans le sud d'Aveyron, à Saint-Affrique, où là, c'était vraiment plus une grosse école avec une douzaine de classes. Euh, et là, non plus, ils sont pas passés par un appel d'offres malgré le fait qu'on les préconisait, et ils ont tout réalisé en régie. Euh, mais parce que voilà, ils ont des services techniques où ils avaient une paysagiste qui a pu en fait voilà. Après, moi, j'ai malheureusement pas de retour d'expérience où il y a eu des appels d'offres de passé, puisque les écoles qu'on a accompagnées et qui ont ensuite lancé les appels d'offres ne nous ont pas associés en fait à cette étape-là. Donc, du coup, j'ai pas le retour. Hugues Tournier, architecte, nous demande, est-ce qu'il est intéressant de lancer cette démarche pour une école, même si les budgets ne sont pas identifiés à moyen terme? Bah, ça, c'est vrai que la question budgétaire et même de subvention, parce que des fois on a un budget identifié, mais on n'est pas certain de pouvoir augmenter l'enveloppe avec certaines subventions, agences de l'eau, région, département, souvent c'est un peu plus aléatoire, mais oui, ça peut être intéressant de se lancer et au fur et à mesure que l'enveloppe peut s'affiner, même si c'est un petit montant, bah voilà, de bloquer, de voir ce qui peut être quoi? Ah, oui. Ce qui peut être fait par la suite. Donc, comme on l'a vu, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros pour faire une action. Donc, ça, après, ça va être selon les moyens de chaque commune, mais pour autant, on ne pourra pas faire peut-être tout ce qui est imaginé au départ, mais on peut quand même essayer Hmm. d'avancer, de solidifier après l'enveloppe au fur et à mesure. Oui, moi je trouve ça intéressant, même si la municipalité n'a pas de budget au départ. Ça montre déjà qu'il y a une réflexion commune en fait de la part bah, des élèves, des enseignants, mais aussi des équipes municipales. Et il peut toujours y avoir des petites choses de réaliser, et déjà des premières actions en fait pour que les élèves aussi voient le résultat de leur réflexion sans forcément un besoin d'avoir de budget conséquent, quoi. Et après, ça peut être, enfin, tout ce travail-là, ça peut être un support justement pour aller chercher des subventions, quoi. Notamment auprès de l'Agence de l'eau, par exemple, qui sont les premiers financeurs de ce genre de projet. Effectivement, je rebondis sur ce que vous dites. Nous aussi, également, les enseignants, ils ont commencé à aménager un petit peu, si on parle uniquement de la cour, dans le cadre du projet NEF, là où ils ont eu des subventions, en achetant des bancs, en achetant des petits jeux, des tapis. Donc, notre démarche aussi, elle a commencé un peu par là. Et après, on est arrivé sur la partie, on a candidaté auprès du CAUE. On a eu la chance d'être retenu. Et après, on a cet accompagnement qui va sur les bâtiments, mais on peut déjà commencer à faire des petites choses dans les cours sans forcément avoir de grands moyens. Alors, parlons bien, parlons concrètement. Question de Stéphanie Etienne. Pourrions-nous avoir un retour sur les coûts d'aménagement de cours d'école et de fonctionnement, s'il vous plaît? Ça va dépendre grandement des aménagements qui sont faits et si la commune enfin, à quel point elle peut intervenir en régie ou aussi après, par exemple, on parle souvent des arbres, donc aussi essayer de moins les tailler. Il y a les pratiques aussi de gestion qui peuvent évoluer sur une nouvelle plantation notamment. Après, selon le revêtement, il y aura aussi un coût qui pourrait être peut-être de décroutage de certains revêtements qui vont avoir quelques fines et qui vont être moins perméables, mais ça, voilà, tout dépend de ce qui est mis. Et par contre, pour les coûts de cours d'école, bah, nous, au CAE, on ne fait pas de chiffrage exact, on est vraiment très très en amont des projets, mais on donne des fourchettes très hautes, très hautes et très basses selon un peu les coûts qu'il y a actuellement de projets qui sortent. Et ça peut aller de entre 50 euros du mètre carré hors taxe seulement sur le coût des travaux pour des petites choses, même parfois moins, à 280 euros du mètre carré hors taxe aussi. Donc, enfin, on va être sur des ordres de grandeur de quelques milliers, dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers d'euros selon les ambitions, la surface de la cour et les subventions visées, les moyens de la commune. En fait, il n'y a pas un projet type pour une école ou une cour.
Si je peux me permettre d'intervenir sur la dynamique, en fait, ça va vraiment dépendre de où sont situés ces cours d'école. C'est vrai qu'il y a des villes comme, par exemple, Montpellier, mais je pense aussi à Paris, Lille, Strasbourg, qui sont vraiment en avance et où ils ont un programme, en fait, de végétalisation de cours d'école. Ça peut être 5 groupes scolaires par an, enfin, voilà, de cet ordre-là. Et c'est vrai qu'il y a une réelle dynamique parce qu'en fait, de fait, les enseignants aussi travaillent ensemble pour voir comment aménager et comment pouvoir travailler dans ces cours d'école. Et entre villes aussi, il y a des échanges de pratiques qui sont fondamentales. Ça peut être aussi en Europe. On va aller voir aussi un peu ce qui se passe dans des programmes Erasmus pour voir justement ce qui marche bien et ce qui marche un peu moins bien. Donc, une dynamique, il y en a une réelle et on en voit, nous, les fruits, en tout cas en termes d'apprentissage, de bien-être, à nouveau, euh, de diminution d'accidents scolaires et aussi en termes de biodiversité globale sur les villes, hein, parce qu'il y a ce chapeau-là aussi à voir, parce que ce sont des îlots, effectivement, qui préservent de la biodiversité et c'est des corridors aussi de migration pour les espèces. Donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est fondamental et ces cours d'école représentent des grandes surfaces dans les villes. C'est vraiment très, très important. Alors, une question de Lou Anne, que je connais, qui est étudiante en troisième année du DNMAID en design d'espace de l'EDEV. Bonjour Louane. Comment expliquez-vous que les cours de récréation de l'époque contemporaine sont beaucoup plus imperméabilisés que les anciennes cours? Ah ah. Oui, alors en tout cas pour le département que je connais, en fait, le fait qu'elles aient été largement imperméabilisées, ces cours, c'est dû principalement à une question d'entretien et de propreté, tout simplement. En fait, voilà, on est venu petit à petit à mettre du goudron partout parce que voilà, l'idée, en fait, c'était de pouvoir passer la balayeuse pour les feuilles mortes et de plus du tout avoir d'entretien. Dans ces cours. La plupart du temps, en fait, c'est ce qu'on a vu. Quelquefois, on a gardé les arbres qui existaient et d'autres fois, en fait, on a carrément en fait, enlevé toute végétation. Mais c'est, à mon avis, quelque chose de purement fonctionnel. Je ne sais pas si vous avez d'autres retours, mais de mon point de vue, c'est ça, quoi. C'est un point de vue euh, technique et hygiéniste, quoi. Oui, Oui, et puis c'est le ça, manque de c'est- considération du coup de ce qui nous entoure, de végétal, et un peu moins d'importance à ce qu'on peut faire dehors. Et progressivement, on revient un peu en arrière aussi, et pas que sur les cours d'école, parce qu'on se rend compte de ce qu'on a un peu gâché et ce sur quoi on a envie de tendre de nouveau. Donc voilà, je pense un élément de réponse. Merci beaucoup. Le temps file, nous arrivons bientôt en fin de ce webinaire. Merci de ne plus me poser de questions parce que malheureusement, j'en ai encore quelques-unes et nous n'aurons plus le temps. Par contre, je vois que sur le chat, vous interagissez, vous dites des choses, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le chat. Donc, une question de Marjolaine Girard du WWF, du World Wide Fund for Nature. J'espère que je n'écorche pas le nom de ce Fonds mondial pour la nature. Quel est le lien entre les CAUE et la cellule bâtie scolaire du ministère de l'Éducation nationale? Alors, Peut-être que Madame Martel aura ouais, plus d'infos. Madame Nous, au Martel, est-ce CAUE, que on vous... n'a pas de lien privilégié. Il n'y a pas de lien direct en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des préconisations qui sont faites par des personnels éducation nationale au niveau de la DGESCO et dans lesquels par exemple des inspecteurs peuvent être demandés en termes de compétences parce qu'ils ont les liens entre ce qu'ils ont pu faire avant et ce qui se passe maintenant dans leur métier, hein, et ce qu'ils observent. Et ensuite je pense qu'on travaille un peu à côté en fait, ensemble mais à côté. C'est-à-dire que c'est un peu en tuyau d'orgue quand même. Je ne sais pas comment vous voulez le traduire mais voilà, justement, c'est pour ça que ce webinaire est intéressant parce que ça permet aussi de voir ce qu'on fait les uns et les autres. Voilà, c'était le but aussi d'inviter Madame Martel, c'était aussi d'avoir ce point de vue-là et de voir que on allait un peu dans le même sens. Après ben, c'est une bonne idée, on en parlera, de peut-être tisser des liens plus proches, mais c'est vrai que pour le moment, ça se fait plutôt en parallèle et avec quelques échanges comme ça qu'on essaie de garder quand même. Une autre question de Marjolaine Girard. Les villes ont-elles toutes connaissance de,
connaissance de cet accompagnement possible par un CAE? Je pense que non. Après, déjà, chaque SAE, rien qu'entre l'Aveyron et nous, l'Hérault, vous l'avez peut-être compris, il y a aussi ses spécificités. Il y en a qui peut-être traitent moins des cours d'école. Après, bon, bah, on essaye de communiquer. Après, on n'a pas non plus la capacité, nous, d'accompagner toutes les communes du département. C'est pour ça qu'on avait fait cette AMI et qu'aujourd'hui, on essaye aussi de produire des ressources ou des moments d'échange qui pourraient être profitables à tous. Mais non, donc je pense pas. Allez, trois dernières petites questions. Alice, bonjour. Pour ce projet, est-ce le CAE qui a réalisé les plans de conception en collaboration avec l'équipe pédagogique et les enfants? Nous, on fait Alors, en fait, on est vraiment parti de la synthèse en fait des idées des élèves et de leur maquette. Et après, en fait, le traçage au sol s'est fait avec en direct en fait sur place avec les équipes municipales et les élèves pour faire évoluer le projet. Mais nous, en fait, notre rôle, c'est pas du tout de faire des plans d'exécution. Là, ça a pu être fait en régie parce que c'est même pas un aménagement en fait, c'est juste de la désimperméabilisation quoi. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement simple et de très peu technique. Et donc du coup, ça a pu être fait comme ça. Après, s'il y a besoin d'avoir enfin s'il y a besoin d'avoir un plan de conception, des plans d'exécution et un suivi de projets plus poussés. Là, nous, on conseille aux communes de passer par un appel d'offres et de recruter un paysagiste concepteur qui fera de la maîtrise d'œuvre, quoi. En fait, tout dépend de l'échelle du projet, quoi. Voilà. Mais pour Saint-Cyprien, effectivement, on a accompagné comme ça parce enfin, il y avait pas forcément besoin d'avoir cette mission de maîtrise d'œuvre vu l'échelle du projet. Et en plus, ça aurait été difficile d'avoir des concepteurs qui répondent parce il y avait vraiment très peu de budget, quoi. Allez, deux dernières séries de questions. Je vais commencer par Mathieu Dalmas qui vous demande comment lancer la démarche, l'équipe pédagogique est-elle à l'origine du besoin, puis le directeur, directrice contacte la municipalité ou est-ce que ce sont les CAE, est-ce que c'est le CAE qui fait la démarche pour le premier diagnostic? En tout cas, le SAU déjà ne peut intervenir dans ce cas-là que si c'est la commune qui lui demande. Donc nous, on n'intervient que à la demande de la municipalité. Après, ça fait l'objet d'une convention. Et par contre, bien évidemment qu'il faut que l'appui de l'école soit suive. Mais par contre, si l'école nous demande directement, on ne pourra pas travailler sur toute cette phase de concertation, de diagnostic, sans être sûr que derrière, ça puisse être continué. Donc ça peut être une première étape aussi pour sensibiliser et donner intérêt à la collectivité, mais ça peut être fait aussi peut-être en interne, commencer chaque école à discuter avec sa commune ou les parents d'élèves, ou voir s'il y a vraiment possibilité de co-construire dès le début, de lancer cette dynamique un peu commune. Merci Julie, je n'avais pas vu que tu avais répondu dans le chat. Donc voilà. Une dernière question. Y aura-t-il un nouvel AMI? Et cette question, nous la devons à Sarah. Donc là, sur cette année, on n'en a pas lancé de nouveau parce qu'on a terminé aussi les accompagnements qui étaient en cours. Néanmoins, on prend aussi au cas par cas les demandes qui nous sont faites. Et pour l'année prochaine, on ne c'est sait pas pas encore. On est en encore. train de voir comment ça peut être formalisé. Cette AMI aussi, c'était pour nous rendre compte de comment organiser les choses, quelle méthode adopter. Et est-ce que ça sera à nouveau sous forme d'AMI? On continuera à faire de l'accompagnement, bien sûr, mais ça sera peut-être une autre formule. On réfléchit à tout ça, on essaie voilà, on finalise, on va prendre un peu de recul sur tout ce qu'on aura fait pendant un an et presque et demi. Oui, trois presque. Et oui, et ce qui avait été fait avant. Et, euh, et on va voir comment on peut proposer la suite des accompagnements. Oui, nous, pour On les rend. notre CIE, nous, on intervient pour le moment toujours en fait à la demande. Par contre, on réfléchit à faire évoluer en fait nos interventions futures, pourquoi pas justement en proposant des AMI.
Donc, pour l'instant, il n'y a encore rien de calé. Donc les communes et les écoles continuent de nous appeler comme ça et on répond au cas par cas pour le moment. On est, on est aussi, on travaille aussi en union régionale et avec la fédération des CAUE et c'est vrai qu'il y a toute une réflexion voilà, à l'échelle nationale et justement avec le retour d'expérience des uns et des autres, on essaie de voir comment on peut affiner ces accompagnements. Il y a le jeu notamment. Et- oui, alors le jeu, ça sera plus réservé aux enfin aux communes dans un premier temps et entre CAUE justement pour se donner ce retour d'expérience. Voilà, par exemple, on est sur un groupe de réflexion pour trouver un petit jeu participatif pour permettre justement d'accompagner ces projets de cours d'école. Vous aurez peut-être un nouveau webinaire sur ce sujet dans quelques semaines. Très bien, merci à tous. Je vous propose peut-être de quitter le slide, qu'on puisse se voir, revoir un peu nos différents intervenants. Merci beaucoup pour cette matinée. Je vous ai mis le lien de notre chaîne YouTube où vous retrouverez d'ici la fin de semaine cette présentation que je vous invite aussi à partager avec ceux qui n'auraient pas pu nous rejoindre ce matin. Et je vous enverrai également par mail, mais vous retrouverez aussi sur notre site cae34.fr le diaporama de présentation et je vous l'envoie aussi pour les inscrits directement sur votre boîte mail. Voilà, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Bien, Non, merci, merci à tous. merci à tous d'avoir participé. Merci aux intervenants pour ces échanges qui ont été très, très intéressants pour nous aussi et qui alimentent notre réflexion. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.